La vie est trop courte pour la vivre triste. L'accumulation des expériences bonnes ou mauvaises que vous avez eues vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Allez vous confronter à d'autres opinions et allez effectivement vous mettre en position de vous challenger vous-même. Le jour où vous avez choisi votre passion et d'en faire votre métier, vous n'allez pas penser que vous travaillez un seul jour de votre vie. Mes chers insiders, bienvenue dans une nouvelle saison du podcast sur l'excellence de service. Je souhaite toujours rencontrer pour vous des invités passionnants et qui donnent du sens à nos métiers. J'ai à cœur de comprendre comment transformer l'expérience de nos clients et de nos collaborateurs en mettant l'humain au centre. Car c'est là la véritable valeur de ce que nous réalisons au quotidien. Cet épisode est soutenu par The Vendôme Company. Vendôme, c'est un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Les guides Michelin, Jumeirah, La Réserve, et désormais depuis peu The Set Collection. Ce ne sont que quelques noms des groupes dirigés par mon invité au cours de cette décennie. C'est un hôtelier, un vrai. Il a la passion chevillée au corps et son pédigré n'en est qu'une petite démonstration. Je suis ravi de l'accueillir pour un moment d'excellence de service. Bonjour, Jean-Luc Naret. Bonjour Maxime. Comment vas-tu, Jean-Luc ? Très heureux d'être là, d'être très heureux d'être sur le podcast et puis de pouvoir partager la passion qui m'anime et la passion de ce métier d'hôtelier, effectivement, comme tu l'as dit. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ton planning chargé. Il y a beaucoup trop d'expériences à détailler dans ton parcours, mais on va les remonter tout tranquillement. Si on commençait par la dernière, celle que tu vis actuellement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que The Set Collection et ce que tu y fais ? Tout à fait. Alors, The Set Collection, c'est parti d'un constat tout simple, c'est que nos propriétaires, donc qui sont la famille Akirov, qui ont de très très jolis hôtels entre le Conservatorium à Amsterdam, qui est effectivement là le plus bel hôtel et la vitrine d'un petit peu d'Amsterdam en dehors des canaux, le Café Royal à Londres et puis le Lutetia à Paris. Avec ces hôtels, on décidé de créer en fait une collection qui est d'ailleurs comme un grand nombre d'hôtels, la Dorchester Collection, la Oetker Collection, et bien de créer en fait un regroupement qui va reprendre les hôtels, mais non seulement ceux qu'ils gèrent, dont ils sont propriétaires, mais également d'autres hôtels qui ont envie de rejoindre notre collection. Et en fait, la force de frappe et la force de la Set Collection, c'est de pouvoir offrir à nos clients et partenaires en fait une force de vente, un site web, un GDS, enfin toute la mise en avant que l'on fait pour nos propres hôtels, et bien de leur offrir pour leurs hôtels à eux. Donc, autrement dit, un grand nombre d'hôtels ou de propriétaires hôteliers qui ne sont pas très heureux aujourd'hui des services qui sont proposés par Leading, par Les Châteaux ou par Small Luxury, commencent à taper à notre porte pour venir nous rejoindre. Et l'idée, c'est d'avoir une collection d'hôtels un peu indépendants dont les propriétaires sont vraiment des passionnés de leur métier et ils souhaitent garder le nom sur la porte, ils souhaitent garder la présence dans leur ville et mais on les aide à devenir connus à travers le monde, puisque principalement ce serait une collection qui aujourd'hui est de 4 hôtels, 4 autres viennent nous rejoindre d'Asie dès la première semaine de janvier. D'accord. On aura une petite trentaine en fin d'année et en gros, si tout va bien, 120 à 130 dans 3 ans. Donc vraiment un par destination. D'accord. Parce que là, donc, c'est une collection qui est toute récente, hein, si j'ai bien compris. Et il y a un horizon maximum, peut-être, pour maîtriser la collection. Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Quel est un peu l'objectif? Alors l'objectif, c'est d'avoir bien sûr des hôtels qui ne soient pas concurrents les uns dans les autres. Quand vous regardez la brochure bien sûr de Leading ou de Small Luxury ou de Prefer, en fait, dans une même ville, il y en a 7, 8 ou une dizaine. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'en avoir un par destination, de choisir l'hôtel qui est le plus emblématique et qui correspond le plus à cette destination, et de rejoindre au sein de cette collection en fait des hôtels qui nous ressemblent, qui ont la même ADN, qui ont effectivement le partage des mêmes valeurs que nous avons et qui aussi vont partager les clients. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une sélection qui ira d'hôtels à $200 de prix moyen et d'autres à $2,000 de prix moyen. Il y aura vraiment une sélection aux alentours de 1 000 euros, en gros entre 800 et 1 200 euros, qui nous permettra d'avoir une sélection homogène à travers le monde, et à chaque fois, surtout, un hôtel par destination. Ça, c'est vraiment important.
parce que ça donne effectivement l'importance à la destination et qui amènera nos clients à pouvoir parcourir non pas le directory, parce que j'ai horreur de ce mot, mais ce très beau livre qui sera soit fait par Taschen ou par Assouline, qui apprendra les plus beaux hôtels du monde qui feront partie de l'Asset Collection. D'accord. Et donc en effet un positionnement très très premium. Là tu nous appelles d'un des emblématiques hôtels de Paris, tu es au Lutetia, c'est ça? Là, je suis au Lutetia, qui est effectivement le seul palace de la rive gauche, qui a une histoire absolument fabuleuse, qui a été racheté par la famille Akirov il y a quelques années. Ils ont fait des travaux colossaux, puisque l'idée, ça avait été de reprendre cet hôtel et avec Jean-Michel Villemotte, de retravailler sur ce qu'il était dans le passé, comment il était, et ça a été des travaux qui auraient dû durer 3 ans, qui ont duré 5, avec un montant assez colossal de 300 millions d'investissements d'euros, pour pouvoir redonner ces lettres de noblesse à cet hôtel. Donc, sont apparues des fresques qui avaient disparu dans des faux plafonds, sont apparues des toiles de maître, sont apparues des verrières qui n'existaient pas. Et tout ceci fait aujourd'hui que cet hôtel, malheureusement, qui a ouvert en pleine pandémie, enfin avant la pandémie, avec la crise des gilets jaunes, plus la pandémie, ça n'a pas aidé au positionnement de l'hôtel, mais aujourd'hui, effectivement, mon rôle, avec l'arrivée de Jean-Pierre Trévisan, directeur général ici, est de le positionner comme étant un des palaces compte sur Paris, et effectivement le seul qui est sur la rive gauche. D'accord. Donc tu as cité un nom emblématique des palaces parisiens avec Monsieur Trévisan. Et toi-même, quel rôle est-ce que tu as tué? Donc CEO de, non pas Lutetia, mais tout le groupe Set Collection. C'est toi qui fais le lien entre tous ces établissements. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors ça fonctionne d'une façon très claire. Les propriétaires sont très impliqués dans la gestion des hôtels au jour le jour. Donc ce qui veut dire que les 3 directeurs généraux, aussi bien Roy Thomason qui dirige le conservatorium, que Guillaume Marly, qui est avec nous depuis 5 ans et qui dirige le Café Royal, ou Jean-Pierre Trévisan, qui vient de nous rejoindre il y a 3 mois pour diriger le Lutetia, sont en prise directe avec les propriétaires. Donc véritablement, Monsieur Akirov et son fils Georgi gèrent les hôtels au jour le jour et de façon comme des propriétaires très impliqués dans leur métier. Et ça, il faut leur laisser le rôle et celui-ci leur appartient. Le mien est de faire effectivement un lien entre les hôtels de la collection et puis aujourd'hui de développer cette collection, c'est-à-dire d'aller rechercher de nouveaux hôtels qui vont nous rejoindre, qui partagent ces mêmes valeurs. Alors effectivement, un grand nombre d'entre eux ont déjà été sélectionnés, un nombre assez intéressant vient de taper à notre porte, et le but effectivement c'est de développer cette collection dans laquelle moi je serai effectivement le CEO de cette collection qui sera, on va dire, une collection des plus beaux hôtels indépendants du monde. Tu as un beau calendrier de voyage devant toi, à mon avis. C'est comme toujours, dès l'époque du guide Michelin, j'avais fait un tableau Excel qui commence le 1er janvier, qui se termine le 31 décembre, et qui est très coloré en fait. Oui. Chaque semaine a une couleur bien particulière. Alors moi j'ai des couleurs qui sont liées aux hôtels dont je m'occupe aujourd'hui, mais j'ai effectivement un grand nombre de couleurs inconnues encore, qui sont les hôtels qui rejoindront notre collection très vite. Oui, j'imagine. Tu viens juste de parler des guides Michelin, et je voudrais en profiter pour remonter sur ton parcours. Tu as été, je crois, à la tête des guides Michelin, tu as dirigé beaucoup de maisons. Comment est-ce que, je sais pas si on aura le temps de parler de toutes les expériences, mais peut-être les plus emblématiques. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment est-ce que tu t'es construit dans ta vie d'hôtelier passionné? Et même si on devait prendre un peu au commencement, comment est-ce que tu es tombé dedans? Alors je suis tombé dedans étant tout petit, mais non pas parce que mes parents étaient hôteliers, comme un grand nombre d'hôteliers à qui ça arrive, mais mes parents ils étaient au contraire pas hôteliers, et quand on visitait les villes européennes, ils avaient qu'une envie, c'était de me montrer les musées. Et moi, je n'avais déjà qu'un désir, c'était d'aller visiter les hôtels. Donc, tout petit déjà, je me souviens être heureux à 4 ans ou 5 ans d'être dans les restaurants. J'étais fils unique. Et pour moi, aller dans un restaurant, c'était un moment de plaisir, un moment de partage et un moment de bonheur, parce que je pouvais rester assis à 3 ou 4 ans et regarder ce ballet incroyable des serveurs, des maîtres d'hôtel. Et tout ça, ça m'a attiré tout jeune. Et effectivement, j'ai très vite su que les capitales européennes avaient de très jolis musées, mais avaient aussi de très jolis hôtels. Donc, c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans. Donc, une école hôtelière classique après un bac assez jeune, et puis une école hôtelière à Paris qui m'a donné effectivement le diplôme, ou en tout cas nécessaire pour pouvoir commencer dans ce métier. Et à l'époque, je sais pas si il fallait bien sûr apprendre l'anglais, donc je suis parti une année en Angleterre. Ensuite, je suis parti une année en Amérique du Sud pour apprendre l'espagnol, et puis très rapidement, il fallait vite faire un service militaire que j'ai eu la chance de faire sur les avions du président à l'époque, qui s'appelait l'Estorel, et donc voyager déjà très vite, aller découvrir de nouveaux continents, aller partir et découvrir la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, ces territoires un peu oubliés,
Et ça m'a donné très vite une envie de voyager. Et puis rapidement, ça va très bien. Il suffit de répondre à une annonce et j'ai eu le premier poste et c'était un poste fabuleux puisque c'était le 25 mai 1981 qui était l'ouverture de l'Orient Express, le train qui faisait Londres-Venise, 82 pardon. Et j'ai eu la chance d'être à bord de ce train pour pouvoir effectivement diriger la restauration et puis très rapidement en diriger le train. Donc je me suis retrouvé à 22 ans directeur du train de l'Orient Express et ce pendant 2 ans. Avec un monsieur qui s'appelle Claude Ginella, qui était le directeur général de l'époque et qui m'avait effectivement donné ma chance à cet âge-là. Et je le remercie tous les jours. Donc ensuite, la carrière a été rapide, Bora Bora, numéro 2 d'un hôtel à Bora Bora, puisque l'appel des palmiers et des cocotiers était plus fort et il m'a donné envie de repartir. Et puis à 25 ans, je me retrouve avec un jeune poste d'attaché de direction, puis un poste de sous-directeur à l'époque au Bristol, avec un directeur général qui est Monsieur Marcelin, et qui avait 65 ans, et moi j'avais 25 ans. Donc ce gap difference était intéressant. Et surtout, ça nous a permis, en tout cas, ça m'a permis d'apprendre ce qu'était vraiment le métier d'hôtelier. Un hôtelier, c'est un homme de détail. Et croyez-moi, à cette époque-là, le détail était très très bien niché dans ce Bristol qui m'a gardé pendant 4 ans jusqu'à ce que je prenne enfin mon envol en tant que directeur général à l'âge de 29 ans pour un poste à l'île Maurice, au Saint-Géran. Voilà. Et c'était le début d'une belle carrière puisque j'ai ensuite dirigé de très beaux hôtels pour le groupe One & Only. Tu as évolué très vite et très jeune, comme tous ces hôteliers mobiles et ambitieux. Ce serait quoi le fil conducteur à chaque fois de ta carrière? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller d'une expérience à une autre? Alors, j'avais effectivement une ambition qui était claire, c'était d'être directeur général avant 30 ans, donc ça c'était très très clair. Alors pas à n'importe quel prix, mais c'était effectivement de diriger un hôtel qui allait me correspondre et qui allait... et je pouvais pas prétendre à diriger le Bristol à cet âge-là, donc c'était effectivement l'opportunité de partir à l'île Maurice et de retourner dans un environnement que je connaissais, qui était les resorts, m'a effectivement amené à diriger un très bel hôtel à 30 ans, mais comme un grand nombre de mes confrères l'ont fait aussi assez rapidement, puisque la génération qui tenait les hôtels à l'époque était la génération de Philippe Roche, de Raymond Marcelin et autres, qui avaient déjà 65 ans, et en dessous, il y avait une génération de sous-directeurs ou de directeurs qui attendaient le poste. Et notre génération, à nous, à 30 ans ou 35 ans, on a pris les postes assez rapidement, on s'est retrouvé à la tête d'hôtel. Et je crois que ce qu'il faut surtout, c'est avoir une volonté effectivement de pouvoir évoluer, mais ne pas être rigide et ne pas être fermé sur les opportunités qui s'ouvrent à vous, parce que la vie, elle est faite d'opportunités, elle est faite de trains qui passent. Est-ce qu'on monte dedans ou on monte pas dedans? Et donc, effectivement, c'est à ce moment-là que c'est intéressant. L'expatriation à l'île Maurice, je n'arrête pas de le dire, c'est l'expatriation la plus facile. Il y a l'Angleterre parce que ça reste l'Europe, mais là, l'île Maurice, c'est la personne la plus facile puisqu'on se retrouve dans un pays accueillant avec une langue qui est la nôtre, avec une autre langue qui est l'anglais, qu'on écrit. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec l'île Maurice, c'est que vous écrivez, vous parlez en français, vous assurez que vos points soient compris avec les équipes en créole, et surtout, vous écrivez et vous lisez les notes du matin en anglais. Donc la correspondance se fait en anglais, on en discute en français, et pour être sûr que le point est bien à l'intérieur, on le réaffirme en créole. Donc c'est toute la beauté de l'île Maurice. Ça doit être un management assez particulier, j'imagine. Assez particulier, mais aussi c'est un très beau management parce que ça m'a permis à l'époque, à 30 ans, d'avoir un vrai laboratoire. J'avais la chance d'avoir un des plus beaux hôtels à l'époque de resort, le One & Only Saint-Géran. Et c'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir développer avec les équipes. On avait plus de 600 personnes, des Mauriciens, et c'était un laboratoire continu. En fait, on a travaillé on a échangé les départements, on a fait en sorte que les départements, les points de friction, eh bien les gens de la réception puissent passer en housekeeping pendant quelques temps, que les housekeeping puissent passer au niveau des ingénieurs pendant quelques temps. Et en fait, c'était intéressant de voir le point de vue de l'autre côté, puisque les points de friction dans un hôtel, on les connaît, sont toujours la même, la salle, la cuisine, le housekeeping avec l'engineering, la réception avec le housekeeping, et de pouvoir les faire évoluer, les faire changer de département, a été très très bénéfique. Et nous, ça nous a permis de créer la première école, de créer des premiers cours de langue importants et qui étaient gratuits pour tous nos équipes. À l'époque, il y avait un jeu qui était Question pour un champion qui débutait avec Julien Lepers. On a fait Question pour un vrai Mauricien, puisqu'on s'apercevait que la taille de l'île Maurice variait du simple au double suivant à qui on demandait, tout simplement parce que ils avaient quitté l'école il y a très longtemps et ils avaient oublié que la taille de l'île Maurice, le nombre d'habitants, et donc on les réintroduit dans des cours un peu amusants, mais pour qu'ils comprennent mieux ce qu'était la taille de leur île et ce qui s'y passait. Et ça nous a permis d'amener même Julien Lepers en finale pour qu'il puisse faire Question pour un vrai Mauricien.
Voilà, donc c'était un côté un peu ludique, mais c'est une manière d'apprendre, une manière de développer des équipes avec eux, parce qu'on ne fait rien sans les équipes qui sont à nos côtés et qui travaillent avec nous. Complètement. L'humain est toujours au cœur du sujet, n'est-ce pas? Absolument. Et alors, là, on est encore avant les années 2000, si j'ai bien suivi le... Oui, l'île Maurice, après, ça part de l'île Maurice, c'est l'Ocean Club aux Bahamas, c'est Atlantis, effectivement, aux Bahamas encore pour sur le Kestner, autour de la case Paris avec le Trianon Palace à Versailles que je dirige pendant quelques années. Je repars à nouveau créer mon propre hôtel à l'île Maurice avec des investisseurs de Singapour qui s'appelait The Residence à l'île Maurice. Et là, à 40 ans, on me propose le plus bel hôtel du monde. Et donc, c'était le fameux Burj Al Arab à Dubaï, oui. où j'arrive dans un environnement absolument incroyable. Gérald Lelès me montre cet hôtel qui était d'une architecture folle. Et c'est vrai, je fais waouh en arrivant devant l'hôtel. À l'intérieur, je fais plutôt wow. J'aimais pas trop la déco, c'était pas mon style, c'était effectivement un petit peu too much. Mais ça se voulait à l'époque le premier 7 étoiles, puisque c'était comme ça qu'il s'était positionné, qui ouvrait à Dubaï. Et encore une fois, un concours de circonstances fait que dans cet hôtel, en préouverture, je rencontre un Irlandais qui me dit « Mon avion vous attend, vous emmène à Londres. Là, le Londres, vous aurez un billet pour monter sur le Concorde et aller à l'île Barbade. Et j'ai un projet, et avant que vous puissiez signer la direction générale de cet hôtel, j'aimerais que vous réfléchissiez et vous veniez voir mon projet. » J'ai pas hésité. Il y en a un, c'était un hôtel terminé, les clés en main, il fallait juste le prendre et le diriger. Ouais. L'autre, c'était un trou béant et il fallait construire un hôtel qui était mythique, qui était le Sandiland, qui était un des plus beaux hôtels des Caraïbes, qui avait été entièrement détruit pour être reconstruit à l'identique et encore plus beau. Et donc ça, c'était un challenge exceptionnel. 450 millions de dollars et 2 ans plus tard, on a construit un des plus beaux hôtels qui était le Sandiland à la Barbade. Comment est-ce que tu trouves à chaque fois l'énergie de te lancer dans tous ces nouveaux projets? Enfin, on peut l'imaginer, hein, c'est une ampleur phénoménale. Ça doit être du travail jour et nuit, presque 7 sur 7. Comment est-ce que tu trouves les ressources? Qu'est-ce qui peut presque te motiver à chaque fois, te relancer dans ces nouvelles aventures? Je crois d'abord la passion. La passion, c'est pas seulement l'énergie, l'excitation, tout ce qu'on peut y mettre. La passion, c'est une partie de soi-même, c'est une partie de notre âme. On dit toujours que quand on déménage, on laisse une partie de notre âme derrière. En tout cas, quand on ouvre un hôtel, on laisse une grosse partie de notre âme à l'intérieur. Et c'est vrai que créer a toujours été pour moi la partie la plus intéressante de notre métier. Créer, développer, construire pour la partie hardware. Et puis après, mettre en place, je dis toujours que notre métier, c'est de vendre du rêve. On n'est pas là pour vendre des chambres d'hôtel, on est là pour vendre du rêve. Et dans un resort, c'est effectivement faire en sorte que ce rêve devienne réalité et quand les clients nous quittent, qu'ils deviennent des souvenirs. Et donc, c'est fabriquer une équipe autour de soi, leur donner effectivement la vision, leur donner l'étoile polaire où on va partir, leur dire voilà exactement ce qu'on va construire ensemble et faire en sorte qu'on puisse le faire et qu'on y arrive. Et c'est aussi bien valable sur des hôtels qui sont en construction que sur des hôtels qui sont en réouverture ou que sur des compagnies comme le Michelin qui sont des compagnies historiques depuis plus de 100 ans mais qu'on amène vers de nouveaux continents, vers de nouveaux horizons. Et justement, comment est-ce que tu diffuses cette même passion et cette même vision depuis la tête tout en haut, toi qui dirige un groupe, jusqu'à tout en bas les équipes? Quels sont tes relais et comment est-ce que tu peux avoir la garantie que cette même qualité, cette même vision est bien transmise? La passion, d'abord, elle est communicante. Ce qui est intéressant, c'est quand on rencontre quelqu'un, ça commence déjà par le recrutement, ça commence par les personnes que l'on recrute. On essaie d'avoir, je prends l'exemple même du Sandiland, on essaie de trouver des gens qui ont une attitude et après on va les former on avait cette attitude de dire que we hire for attitude and we train for skills. Et en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, on va chercher des gens qui ont cette attitude déjà d'entrée et qu'on va pouvoir ensuite former à leur métier et former à nos standards. Donc ça, c'est important et c'est comme ça qu'on a eu la chance d'avoir des équipes absolument fabuleuses qui sont restées quelques temps dans le métier de l'hôtellerie, d'autres qui venaient pas de l'hôtellerie qui nous ont rejoints, d'autres qui étaient dans l'hôtellerie et qui ont rejoint d'autres groupes de luxe à travers le monde. Donc voilà, c'est cette passion à un moment précis qui doit effectivement être là. Donc ça va dans le recrutement, ça va dans la manière dont vous gérez vos équipes tous les jours, donc ça doit effectivement passer en cascade. Si vous n'avez pas l'énergie le matin dans votre briefing ou dans votre morning meeting, ben effectivement ça va pas forcément aller dans la journée. Donc je reprends des exemples tout bêtes, mais pendant une époque de construction, pendant une époque de préouverture, je faisais une newsletter quotidienne
quotidienne qui sortait de mon bureau et qui donnait un peu la trame pour la journée et qui montrait à nos équipes, qui étaient diffusées à 600, 800, 1000 personnes, effectivement ce qu'on allait faire dans la journée, d'où on venait et comment ça s'appelle. Et avec des objectifs très clairs, et chacun avait la même philosophie. Chacun partageait cela dans ses équipes tous les jours. Et ça allait jusqu'à la devise qui était sur le bureau où on devait se retrouver. Et en fait, on se retrouvait jamais au même endroit. C'est-à-dire que le meeting du matin, il n'avait pas lieu dans un bureau fermé, mais il avait lieu sur la plage, il avait lieu sur le toit de l'hôtel, il avait lieu dans l'hôtel en face pour qu'on voie comment l'hôtel était vu de l'hôtel d'en face, il avait lieu sur le parking. Enfin voilà, c'était pour changer le point de vue en fait en permanence des équipes. Et ça, c'est important. Et cette passion, une fois qu'elle est communiquée, crois-moi, elle est communicative. C'est-à-dire que chacun d'entre eux après apporte la même notion, la même passion. Et puis le jour où la passion n'existe plus, il faut faire autre chose. C'est comme dans un mariage. Il faut soit arriver à raviver la flamme. Si on n'arrive pas à raviver la flamme, il faut mieux faire autre chose et partir plutôt que de laisser les mauvais sentiments arriver. Donc la passion, elle est là, elle est présente. Et le jour où on n'a plus cette petite flamme dans l'œil, on fait autre chose et on va chercher une nouvelle envie, une nouvelle passion. Mais c'est un bon parallèle. Je me retrouve pas mal dedans et je l'utilise assez souvent en effet. Mais la passion, complètement, c'est une valeur, je pense, que toi et moi et beaucoup d'hôteliers on partage, et c'est quelque chose qui transpire vraiment, je trouve, dans ce métier, plus qu'ailleurs. Je trouve que, et on l'entend très bien dans ce que tu racontes, il y a une dévotion, il y a un réel amour pour tout ce que tu fais, pour les gens avec lesquels tu travailles, et en effet, on peut que s'imaginer que tout ça transpire auprès de tout le monde. Moi, je préfère mourir de passion que de mourir d'ennui. Je crois que c'était Vincent Van Gogh qui disait ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que, avec tout le recul de ta carrière, tu as vu quand même, puisque tu faisais des parenthèses de management, une évolution sur les rapports humains, la façon de diriger aussi? J'imagine que tu diriges pas aujourd'hui en 2021, 2022 comme tu dirigeais peut-être dans les années 90. Qu'est-ce que, selon toi, a évolué? Qu'est-ce qui a changé, en fait, soit au niveau des générations, soit au niveau du management, ou des deux? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le management précédent, en fait, des hôtels dont on parlait, justement, je me souviens quand j'ai annoncé à Raymond Marcelin, 65 ans, que j'allais le quitter pour prendre un poste de directeur général. Il m'a appelé dans son bureau, grand bureau du Bristol, de directeur général, où il était derrière. Il m'a dit, Jean-Luc Naret, vous allez maintenant, je voulais vous recevoir dans mon bureau parce que vous allez maintenant comprendre ce qu'est la solitude d'un dirigeant. Et ces paroles m'ont glacé parce que je n'ai jamais, à aucun moment, senti la solitude d'un dirigeant. Pour lui, il était dans sa tour d'ivoire, il était tout seul et c'était lui contre le reste du monde. Et en fait, au contraire, c'était la génération bien avant. Et je crois que ma génération, on essayait de transmettre, en fait, au contraire, de dire que notre métier, c'est un métier de passion. On n'a pas attendu d'avoir ce poste et d'avoir ce bureau. D'ailleurs, très souvent, j'ai jamais de bureau. Très souvent, je ne suis pas dans un bureau. Là, je suis dans un bureau aujourd'hui pour pouvoir qu'on puisse se parler. Mais oui. Je suis, par exemple, quand je suis au Lutetia, je suis avec mon mobile, avec mon portable, et je m'installe dans un coin du salon, dans un coin du bar, dans un coin du lobby, et je regarde avec passion comment ce ballet se déroule. Et je crois qu'il faut être accessible, il faut être là, il faut être présent, et surtout pas se cacher dans des bureaux comme c'était le cas de la génération précédente. Et d'ailleurs, Sol Kastner, qui a monté tous les hôtels One and Only, avait souvent oublié, avec raison, de mettre des bureaux pour les directeurs généraux dans ces hôtels. D'accord. Donc ça, c'était la génération précédente. Donc il y avait déjà des visionnaires, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient déjà prévu que notre métier est un métier de passion, un métier d'accueil, et qu'ils n'en étaient pas là pour diriger dans des grandes salles de réunion et autres. Et je crois qu'aujourd'hui, très clairement, le monde vient de s'apercevoir avec le Covid qu'on peut travailler différemment, qu'on n'a plus besoin, quel que soit le métier, d'avoir chacun son bureau. C'est aux États-Unis, il y a ces grands plateaux, et puis après il y a les corner office, il y a les bureaux qu'il faut absolument avoir. Et la progression, c'est de bouger d'un plateau à un corner office avec son assistante et après d'avoir le grand bureau au fond du couloir. Non, ça c'est plus comme ça, et fort heureusement, et que ce soit dans quelques entreprises qu'elles soient, on s'est aperçu qu'on peut travailler en commun, qu'on peut avoir des salles de réunion, mais qu'on n'a plus besoin d'être présent et d'être présent dans un bureau. Dans un hôtel, c'est un peu différent. Le directeur général se doit d'être là. Il se doit pas d'être dans un bureau, il se doit d'être avec ses équipes, il se doit d'être là à la réception pour accueillir ses clients. Il se doit d'être sur le terrain, d'être avec ses équipes le matin, de faire le tour, et puis surtout d'être présent. Moi, je me souviens, je dirigeais un groupe d'hôtels à une époque à l'île Maurice où j'avais quatre hôtels, 2500 hectares, 140 villas, un golf de 18 trous, enfin le rêve.
Et j'étais debout très très tôt, à 5h, 5h30, puisque c'est ma manière de travailler. Et je répondais à tous mes mails. Et donc j'envoyais à 5h30, 5h35, 5h45 des mails à la totalité de mes équipes. Et en fait, j'ai très vite vu qu'ils voulaient me répondre à 5h47 quand ils se réveillaient. Alors je leur ai dit, écoutez, si vous répondez avant 11h du matin, vous êtes viré. Ils me disaient, mais pourquoi? Je lui dis simplement pour une simple et bonne raison, c'est que moi, je suis seul, je suis dans ma maison, j'ai le temps de pouvoir faire ces envois, et je vous demande à vous, par contre, d'être présent sur vos hôtels, d'être présent avec vos équipes, de faire vos arrivées, faire vos départs, faire votre petit déjeuner, et ensuite, après le petit déjeuner, après les rendez-vous que vous avez pris, à partir de 11h, vous pouvez me répondre. Méthode radicale, mais qui a le mérite de fonctionner. Plus un seul mail jusqu'à 11h. Exactement, sauf si c'est urgent et je vous demande de répondre rapidement, mais en gros, voilà. Et je crois que c'est important de voir qu'on a... D'ailleurs, ça m'appelle à un livre que je suis en train de lire qui est absolument fabuleux, un livre de Gérard Bronner, qui s'appelle l'Apocalypse collective, et qui en fait reprend, on n'a jamais eu autant d'informations, depuis, c'est vraiment... la situation est inédite, il n'y a jamais eu autant d'informations dans le monde, oui. Et on n'a jamais eu autant de disponibilité de s'en acquérir. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a toute cette information, cette surinformation et ces chaînes télé en continu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est là pour vous aider, vous faciliter, aller plus vite et aller être plus performant, ou est-ce que c'est là pour nous abrutir? Et en fait, tout ce livre est assez intéressant puisque c'est qu'allons-nous en faire de ce temps disponible? Moi, je préfère avoir le temps disponible, effectivement, le matin, de me réveiller tôt, d'envoyer mes mails, et après de pouvoir réfléchir à autre chose et de pouvoir réfléchir à une stratégie un peu plus sur le long terme. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, on fait un amalgame entre ce qui est urgent et ce qui est important. Complètement. La fameuse matrice d'Eisenhower pour classifier tout ça, je le cite souvent. Ouais. Exactement. J'ai une question qui me taraude à travers tout ce que tu dis et encore une fois, tout le temps que tu investis dans ton travail. Comment est-ce qu'on arrive à gérer son travail et sa vie familiale quand on voyage autant? Quand on est autant présent dès 5h30 sur ses emails et autres, comment est-ce qu'on arrive à combiner? Si tu devais parler aux jeunes managers qui sortent d'école, enfin futurs managers, et leur donner un conseil, voilà, réussissez votre vie professionnelle, mais réussissez aussi votre vie personnelle, quel conseil est-ce que ce serait? C'est tout à fait judicieux et c'est vrai que c'est souvent, on voit des jeunes qui sortent de l'école, qui sont ambitieux, qui n'ont qu'une volonté, c'est de effectivement faire leur carrière et puis se retrouvent, hommes ou femmes, à 40 ans à rechercher l'âme sœur et oui. Ils n'y arrivent pas. Donc je crois qu'il faut effectivement d'abord, vous le saurez très vite quand vous avez la personne idéale à vos côtés, puisque c'est celle ou celui qui sera à vos côtés et qui vous aidera à construire, parce que c'est effectivement ça, on construit. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une femme exceptionnelle et des enfants qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière, donc ça a été... C'était fabuleux parce qu'ils ont effectivement voyagé, ils sont nés à l'île Maurice, ils ont grandi aux Bahamas, ils ont côtoyé tous les pays et tous les endroits où je les ai emmenés. Et c'est vrai je crois qu'à l'âge, quand ils sont rentrés en France quand j'ai repris le guide Michelin, ils avaient 10 ans, ils avaient déjà parcouru plus de 70 pays à travers le monde, dans des conditions bien sûr fabuleuses, mais dans des conditions aussi différentes. Je me souviens d'un voyage en Afrique où effectivement, on logeait toujours dans des beaux hôtels, puisque avec papa, on a la chance de loger dans toujours de très beaux hôtels. Mais la vie n'est pas vraiment celle-ci. Il faut leur montrer aussi l'autre côté. Et je m'étais arrêté dans un village et j'avais effectivement demandé à visiter ce village que je connaissais bien d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on a des enfants qui ont 8 ans et 10 ans et qu'ils vivent et qu'ils voient vraiment comment le village africain fonctionne, et je me souviens d'avoir vu ces deux petits bouts, les deux jumelles qui regardent le chauffeur qui nous accompagnait à l'aéroport en demandant d'ouvrir le coffre, ont ouvert leur valise et ont sorti toutes leurs affaires de leur valise. Et je leur dis, mais vous faites quoi? Elle me dit, nous on a tout, eux ils n'ont rien, est-ce qu'on peut leur donner? Et là j'ai regardé ma femme et je me suis dit, à 8 ans et 10 ans, que les enfants réagissent comme ça, je pense qu'on les a effectivement bien élevés. C'est une belle démonstration et en effet, tu as raison, on fait un métier où on vend du rêve, il faut pas oublier qu'en dehors, il y a aussi une autre réalité et c'est bien de la côtoyer pour mesurer justement le rêve et la chance qu'on a de pouvoir travailler là où on travaille. Et mes enfants d'ailleurs travaillent aujourd'hui comme ils le souhaitaient, très clairement, ils ont voyagé ensuite à travers le monde pendant 2 ans, backpack et ainsi de suite, et en fait ont décidé tous les deux, l'une travaille comme spécialiste de l'Inde en Allemagne, et l'autre a toujours voulu
travaillé dans une ONG et a travaillé pour l'ONU, pour la Commission des droits européens en tant que juriste. Donc voilà, elles ont toutes les deux suivi leur passion avec beaucoup de talent et beaucoup de brio. Oui, oui. Passion un peu inspirée par le côté paternel, très certainement. Mais pas dans l'hôtellerie. Oui, oui. Elles avaient peut-être envie aussi d'avoir un peu de temps libre pour pouvoir... Mais pour revenir à la question, c'est clair qu'il faut savoir effectivement combiner alors c'est jamais très évident, mais ça revient à ce qu'on a dit juste avant. Oui. Voir ce qui est urgent et voir ce qui est important. Absolument. Et c'est à nous de savoir à un moment, savoir couper son téléphone portable, savoir profiter des moments avec la famille. Il y a rien de pire, vous savez, quand vous êtes on a la chance d'être dans nos métiers avec des clients du monde entier, avec des prix moyens qui sont de folie, et on voit souvent dans des dîners des couples qui ne se parlent pas, qui sont soit sur Instagram ou soit qui répondent à leurs mails et qui ne profitent absolument pas du moment qui présent. vivent pas l'instant présent. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, c'est que hier c'est history, donc c'était yesterday was history, today is a present. C'est vrai que c'est un présent, donc c'est une nouvelle journée, donc on va en profiter parce que on va pas sortir vivant de cette vie. Je crois qu'il faut le savoir, que ce soit avec le Covid ou pas, il y a une échéance qui arrive. Il faut être sûr qu'on puisse profiter du présent, et on ne sait jamais si le demain sera là. Et effectivement, et demain c'est un gift. Demain c'est quelque chose, c'est encore un cadeau. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce cadeau? Et c'est pour ça que ces journées, elles doivent être passionnantes, elles doivent être passionnées, elles doivent être remplies bien sûr de professionnalisme, mais surtout aussi jamais se prendre au sérieux. Je crois que la plus belle des récompenses dans notre métier, on ne sauve pas des vies. On n'est pas médecin, on n'est pas chirurgien. On est là pour donner du plaisir, que ce soit un chef, que ce soit un directeur d'hôtel, quelle que soit la profession dans laquelle on est là pour donner du plaisir. Donc donnons du plaisir. Et j'ai horreur de voir ces directeurs généraux de resort qui n'ont jamais aucun moment, qui sont soit sur leur téléphone, ils n'osent pas répondre. Non, vous allez avoir un métier. Votre métier, c'est juste de faire en sorte que vos clients se sentent bien. Donc vous n'allez pas les stresser avec un appel ou un téléphone qui va sonner dans votre poche où vous allez simplement regarder. Non, vous allez passer du temps avec eux. Et après, vous allez pouvoir faire ce que vous faites, c'est votre métier. Mais ça fait partie de votre métier, de passer du temps avec eux et de leur donner des souvenirs, et des souvenirs absolument incommensurables dont ils vont pouvoir parler à leurs enfants, leurs petits-enfants et à leurs amis qui deviendront à nouveau vos clients. On fait quand même vraiment un métier incroyable. Quand tu le résumes comme ça, je me revois au début de ma carrière où j'avais des étoiles dans les yeux et je continue d'en avoir 10 ans plus tard, à se dire en fait oui, en effet, on vend du rêve, et c'est beau de transmettre ça parce que finalement c'est juste de l'émotion. Mais transmettre, c'est exactement ça. Transmettre, c'est important. Je dis que de 20 à 30 ans, on fait son éducation. Oui. De 30 à 50, on fait sa réputation. Et après 50, on travaille sur sa transmission. Notre rôle maintenant à nous tous, c'est de transmettre aux générations futures, de transmettre ce qu'on leur a appris, ce qu'on a pu donner. Alors j'ai commencé la transmission à l'âge de 30 ans, donc j'ai commencé un peu plus jeune. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir transmettre. Et transmettre, comme disait mon papa, c'est quoi l'expérience? C'est le total de toutes les conneries qu'on a fait dans une vie. Ça, c'était sa phrase à lui. Mais effectivement, il faut bien reconnaître ses erreurs. C'est une bonne phrase de management. Hein. C'est une bonne phrase de management. Et il faut bien reconnaître de ses erreurs parce qu'on grandit de ses erreurs. Oui, complètement. Et il y avait autre chose. Alors, je sais pas si je peux le généraliser sur tous mes invités, mais quand même, je recentre à ce que tu dis. Je dis on parce que je me retrouve énormément dans tout ce que tu dis. Aussi une perception assez fine du fait que c'est une vie, on n'en a qu'une. Il faut la vivre pleinement au présent. J'aimais beaucoup ce parallèle avec le présent. Et il y a quand même un côté chez l'hôtelier, si on peut le généraliser comme ça, très épicurien, de vouloir justement profiter de cette vie-là, la croquer et la partager autour de soi. Et la partager finalement, c'est faire transpirer cette passion qu'on a au cœur de nous. Et quand on parle, en fait, vraiment, j'ai l'impression de vivre toutes tes expériences à travers toi. C'est assez fou. Non, c'est gentil, mais c'est vrai que je crois qu'on sera plus... c'était Mark Twain qui disait qu'on sera... dans 20 ans, on sera beaucoup plus déçu des expériences que l'on n'aura pas faites que de celles qu'on aura faites. Oui, complètement. Ou des pays qu'on aura visités, ou des choses qu'on aura accomplies. Et c'est vrai que je n'hésite pas à dire à tous les jeunes qui sont à l'école, qui sortent ou qui ont envie de croquer ce métier à pleines dents, croquez-le à pleines dents. Et faites en sorte d'être curieux, d'aller chercher un peu partout le savoir, parce que l'école vous a donné effectivement un diplôme, mais vous a pas appris, vous a pas donné le savoir. Et le savoir, vous allez l'acquérir non pas simplement en écoutant ceux qui vont vous diriger, mais ceux qui sont à vos côtés. Vous allez un livre que j'aime beaucoup de Robin Sharma, c'est The Leader with No Title. Et en fait, c'est vrai que vous allez avoir des leaders
qui sont souvent dans des postes où ne sont pas des leaders, qui sont dans des postes à la plonge, mais qui sont eux des leaders dans leur communauté, qui sont des leaders parce qu'ils viennent d'une autre ethnie, qui viennent d'un autre endroit et sont considérés dans leur village où ils viennent en fait comme des leaders. Mais la position qu'ils ont ne leur donne pas. Allez écouter, allez parler avec eux, allez essayer de comprendre comment ils sont arrivés, comment ils ont émigré dans le pays, comment ils sont à nos côtés et comment ils ont pu nous aider. Et on va apprendre beaucoup. Je crois que, très clairement, Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche pour une raison bien simple, c'est qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on doit parler. Belle, très bonne citation également. Oui. Tu en as parlé en filigrane tout au long de la conversation, mais donc, Hospitality Insiders, comme tu le sais, c'est un podcast sur l'excellence de service. Comment est-ce que tu la définirais, cette excellence de service? Comment est-ce que tu la transmets au quotidien, même si je pense avoir quelques éléments de réponse? Et aussi toi, en tant que client, quel est ton meilleur souvenir finalement d'expérience et d'excellence de service? Je crois que l'excellence du service, c'est toujours celle qu'on n'attend pas. J'ai une formule mathématique pour ça, c'est S égale A plus 1. S est dans le succès, et égale A, c'est les attentes, et c'est le petit plus 1 qu'on va mettre à côté. Et ce petit plus 1, alors bien sûr, on a tous des attentes différentes, suivant l'endroit où on va aller, suivant l'hôtel où on va, pour revenir à l'hôtellerie, où on va arriver. Si on a effectivement une voiture et on sait qu'il y aura un voiturier, on s'attend à ce qu'il y ait un voiturier, donc ça fait partie des attentes. On s'attend à ce qu'il vienne vous donner les clés. On s'attend peut-être pas forcément quand il nous rend les clés que la voiture a été nettoyée, ou que le pare-brise a été nettoyé, ou qu'il y ait une bouteille d'eau. Ça, on le sait maintenant, il y a une petite bouteille d'eau parce qu'on vous souhaite bonne route. Oui. Ça fait partie des attentes. Donc, à chaque fois qu'on met plus 1 dans un hôtel, ou à chaque fois que nos expériences à l'étranger nous ont amené plus 1, et ben ce plus 1, ça devient les attentes également. Donc, ça se rajoute aux attentes qui existent. Et donc, notre métier, c'est de créer en permanence des plus 1 à côté. Ces petits plus 1 qui vont faire la différence, qui sont pas forcément... si vous avez une bouteille de champagne la première fois que vous êtes arrivé dans un hôtel, vous n'allez pas avoir 2 bouteilles de champagne. Donc, c'est pas une deuxième bouteille de champagne. Ce qui va être intéressant, c'est la façon dont on va vous accueillir. Ça va être la photo peut-être de votre chien, parce que vous en parlez en permanence sur Instagram, et ben qui sera à côté de votre lit. Si c'est toutes ces petites attentes, ces petites attentions qui vont permettre de définir une excellence de service. Et c'est pas forcément... vous savez, moi je suis ambidextre. Alors je prends un exemple tout bête. Quand j'étais patron du Michelin, j'ai eu la chance de pouvoir déjeuner, dîner dans grands endroits du monde, et en plus j'étais payé pour ça, ce qui était génial. Et c'est vrai que je l'ai développé puisque du guide Michelin, il y avait 5 guides quand je suis arrivé, il y en avait 28 destinations quand je suis parti, entre les États-Unis, l'Asie et tout le reste. Mais dans tous les pays du monde, en fait, je joue toujours avec mes couverts. Donc on a toujours dit que la fourchette était à gauche et le couteau était à droite. C'était un peu la logique. Moi, des fois, je les mets à droite de chaque côté, ou des fois, je les mets dans l'autre sens parce que j'ai envie d'être ce jour-là, d'être gaucher. Et bien, systématiquement, c'est pas pour embêter le garçon, mais systématiquement, on va me remettre mes couverts comme on a dit qu'il fallait les remettre. Oui. Et si on avait un tout petit peu d'attention, le gaucher, la première chose qu'il fait, c'est qu'il place ses couverts dans l'autre sens. Eh bien, la petite attention qui va montrer l'excellence du service, c'est quand on va arriver et que le garçon va vous mettre pour le deuxième plat des couverts du bon côté. Pas de son beau côté à lui, du bon côté du client. C'est un bon test, ça, pour mesurer le niveau de service dans un bon restaurant. Le niveau d'attention. Et le niveau d'attention. Et je le ferai, et moi aussi, je mange avec les couverts à l'envers. Et à travers toutes ces expériences et toute ta vie, comment est-ce que toi, tu continues de t'améliorer, de progresser, de te challenger? Quels sont un petit peu les outils que tu utilises pour continuer d'avancer? D'abord, je ne reste jamais dans ma zone de confort. Dès que quelque chose qui passe devant moi et c'est une opportunité de découvrir un nouveau pays. Alors, c'est vrai que quand j'étais petit, mon rêve, vrai rêve, c'était de faire un métier différent dans un pays différent. Donc un jour être dentiste en Amazonie et puis le lendemain être ramasseur de poubelles en Antarctique par exemple. Voilà, c'était le rêve quand j'étais petit. Alors je l'ai fait un petit peu d'une certaine manière puisque l'hôtellerie m'a amené à différents endroits et différents métiers et différents continents. Mais c'est vrai que je cherche en fait en permanence à des choses que je ne connais pas. Et je crois que c'est Richard Branson qui disait lorsqu'on vous propose un job, même si vous ne le savez pas, acceptez-le et vous aurez tout le temps d'apprendre. En fait, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que très souvent, on attend d'être prêt pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Non, allez-y. Parce que
votre envie, votre appétit de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles choses, va vous donner en fait encore plus envie de le faire. Et vous n'avez pas la base, vous n'avez pas la technique, eh bien c'est pas grave, vous allez la chercher, vous allez la comprendre, vous allez l'acquérir. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'avoir cette soif de connaissances. On a en plus la chance aujourd'hui d'avoir des outils mais fabuleux. Les podcasts, les chaînes qui sont présentes partout. Pour moi, la plus belle découverte depuis 20 ans, c'est TED. TED.com. Oui. Je ne peux pas passer une journée sans avoir, plutôt de regarder un journal télévisé ou écouter des chaînes en continu, et bien d'avoir découvert de nouvelles choses sur TED. Tout simplement pourquoi ? Parce que ce sont des experts dans leur domaine, c'est 20 minutes à chaque fois, c'est une communauté juste incroyable, et en plus j'ai la chance de leur dire, surprenez-moi aujourd'hui et apprenez-moi quelque chose de nouveau. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, où qu'on soit dans le monde, à partir où on a une très bonne connexion Internet, on a surtout la chance de pouvoir découvrir. Et puis si on n'a pas Internet, on a certainement des gens autour de nous qui peuvent vous apprendre toujours quelque chose. Et je vous promets, si vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas au moins une fois dans la journée, vous allez certainement apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Oui, c'est tout à fait vrai. Et en effet, TED est une bonne bibliothèque pour toujours s'enrichir. Je fête les 1 an de mon TEDx, donc j'ai beaucoup consommé de vidéos justement pour apprendre, et c'est fou la quantité d'idées qu'il peut y avoir, qui arrivent à être transmises de manière passionnante par des personnes en 10 ou 20 minutes maximum. Ça, c'est assez bouleversant à chaque fois. Je voulais créer TED Hospitality, c'était juste avant le Covid, et je pense qu'on a effectivement dans ce métier un grand nombre de talents, que ce soit les architectes, des designers, des chefs, des hôteliers qui peuvent partager leur passion, et je pense que TED Hospitality était effectivement quelque chose dont on a réfléchi avec quelques amis, dont Laetitia d'ailleurs, faut en parler ensemble. Laetitia Girard de Vendôme Compagnie, sans qui cette conversation aujourd'hui n'aurait pas lieu, à qui on rend hommage. Absolument. Et Jean-Luc, si on faisait un nouveau voyage dans le passé, si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu pouvais faire quelque chose, ou si tu voulais faire quelque chose différemment? Alors c'est toujours une question intéressante, parce qu'on a toujours... Est-ce qu'on a des remords? Est-ce qu'on a des regrets? Est-ce qu'on ferait les choses différemment? Et c'est ce que j'essaie de donner comme philosophie de vie à mes enfants. Alors bien sûr, à partir du moment où vous avez pris une décision, cette décision, c'était votre décision, quelle qu'elle soit. C'était le moment où vous l'avez choisie, vous l'avez prise, c'est le moment où vous avez tous les éléments que vous aviez devant vous ont permis de prendre votre décision en âme et conscience. Très clairement. 1 heure après, la décision sera peut-être différente. Mais vous n'avez pas les informations qu'on vous a données à ce moment-là. Donc je crois que ce qui est intéressant, tout ça pour dire, c'est que on peut revisiter sa vie, on peut apprendre de ses erreurs, on peut effectivement refaire les choses différemment, mais ça ne changera rien. C'est-à-dire que l'accumulation des expériences bonnes ou mauvaises que vous avez eues vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et bien évidemment, avec la somme de connaissances que vous avez et que vous partiriez en arrière, vous referiez les choses différemment. Mais si vous les aviez faites différemment à ce moment-là, est-ce que vous en seriez où vous êtes aujourd'hui? Certainement pas. Donc je ne suis pas pour changer le passé, je ne suis pas pour avoir des remords ou des regrets. J'aurais beaucoup plus de remords de ne pas avoir fait et tenté quelque chose, plutôt que des regrets d'avoir essayé. Complètement. Et puis comme le disait si bien ton père, de toute façon c'est toutes ces bêtises qu'on fait au fur et à mesure de sa vie qui font nos expériences. Au cours de la conversation, tu as cité quelques livres. Est-ce que tu aimerais peut-être en mettre un en avant, un livre qui est un petit peu celui qui te suit, un peu ton livre de chevet, que tu lis et relis parfois, qui t'inspire? Alors des livres de chevet, j'en ai effectivement beaucoup, et qui sont ceux qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis assez passionné par ces livres de Gérard Bronner, tout simplement parce que il est tout à fait d'actualité aujourd'hui. En fait, déjà à l'époque, quand il avait fait La démocratie des crédules, quand il avait déjà fait La déchéance de rationalité, tout ça, c'est effectivement, ça revient à qu'est-ce qu'on va faire du temps disponible de nos cerveaux? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Est-ce qu'on va l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient? Est-ce que la totalité des informations, et on le voit par aujourd'hui ces algorithmes de Google qui effectivement vous incitent à rester dans votre zone de confort? Parce que bien évidemment, si vous allez faire des recherches sur un sujet particulier sur Google ou sur YouTube, vous allez avoir encore des gens d'autres qui vont venir vous rejoindre
et qui vont effectivement être la même chose, qui vont conforter votre opinion, qui vont pas la challenger à aucun moment. Et on voit effectivement que ces algorithmes aujourd'hui nous amènent à penser et à conforter notre mode de pensée. Moi, je suis tout à fait différent. J'ai envie d'aller chercher des nouvelles idées. Je lis pas un journal le matin. Je lis 6 journaux le matin. Je lis de l'extrême droite à l'extrême gauche, en fait, si vous voyez ce que je veux dire, pour simplement avoir et puis de tous les pays, parce qu'on a un point de vue différent. Je me souviens de la guerre du Golfe et de ces guerres un peu partout à l'époque où je travaillais pour Son Altesse l'Aga-Khan. Et j'étais bien sûr principalement en Syrie, en Afghanistan, en Pakistan. J'ai ouvert des hôtels pour lui avec la Banque mondiale pour pouvoir aider ces pays à s'en sortir. Et je me souviens très bien de suivre ces guerres. Suivons, si vous la suiviez sur CNN ou si vous la suiviez sur Al Jazeera, c'était pas la même guerre. Et le seul qui avait encore à peu près une vision claire, c'était BBC World. Mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, et c'est encore la même chose, c'est The Economist reste la bible de référence des articles, puisqu'ils sont signés. Mais après, c'est intéressant d'aller voir de chaque côté de l'échiquier ce qui est dit, ce qui se fait. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, c'est cette curiosité. Et cette curiosité, il faut l'avoir dans le domaine qui nous convient, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est encore une fois aller dans le bus, dans le métro, dans le restaurant, aller parler à des gens que vous ne connaissez pas. Se confronter à aller d'autres vous opinions. confronter à d'autres opinions et aller effectivement vous mettre en position de vous challenger vous-même, de sortir de cette zone de confort dans lequel on est. Donc oui, tous les livres de Gérard Bronner en ce moment m'intéressent et j'ai la pile entière que j'ai été chercher à la librairie et je passe de un à l'autre en ce moment et c'est un peu mes livres de chevet du moment. J'ai compris que ta journée commençait très tôt, elle doit en plus finir très tard pour avoir le temps de lire tous ces journaux, tous ces livres, d'être présent pour tous tes hôtels. Les journées sont longues, mais les nuits sont courtes. Oui. C'est aussi la beauté de ce métier, c'est-à-dire que, et ça c'est pour tous les jeunes, le jour où vous avez choisi votre passion et d'en faire votre métier, vous n'allez pas penser que vous travaillez un seul jour de votre vie. Complètement. Une autre citation à ajouter à la liste. Est-ce que d'ailleurs, en parlant de citation, il y en a une que tu te répètes un petit peu comme mantra, qui est celle qui te tient le plus à cœur, laquelle ce serait? J'en avais beaucoup. J'avais à l'époque du Guide Michelin, j'avais une très gentille attachée de presse qui m'accompagnait sur tous les voyages et qui était Marielle Bénédicte de Chevet et qui a finalement fait une liste de toutes mes citations de l'époque. Donc c'était plutôt sur le Guide Michelin, mais sur la vie en général, non, je crois qu'il était celle que j'avais mis à un moment sur mon Instagram, qui était la vie est trop courte pour la vivre triste. C'est une citation d'Oscar Wilde et je crois qu'elle me sied bien, celle-ci. Ouais, comme je te rejoins. Jean-Luc, après toi, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur Hospitality Insiders pour venir parler d'excellence de service et de tous ces sujets qui nous passionnent? C'est une bonne question. Alors, qui j'aimerais écouter je vais tout simplement quelqu'un qui est dans l'ombre, qui ne parle pas souvent, puisque elle est à l'origine de ce podcast avec toi. Mais je pense qu'elle serait à même aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, de pouvoir parler au mieux du recrutement, des talents, des candidats et de toutes les étapes qui sont importantes dans la vie de quelqu'un qui recherche l'excellence. Et j'ai bien sûr parlé de Laetitia Gérard, qui est à la tête de Vendôme, parce que je crois qu'aujourd'hui, elle est plutôt dans l'ombre, mais la mettre en lumière mériterait qu'on l'écoute et qu'on l'écoute avec encore plus d'attention. Bien, écoute, Jean-Luc reste connecté au podcast parce que je m'arrangerai pour que Laetitia passe sur un des épisodes d'Hospitality Insiders. On le disait en filigrane, en effet, tu es là grâce à elle et grâce à Vendôme qui sponsorise. Et je te rejoins complètement, c'est important d'entendre des acteurs qui sont moins visibles pour venir mettre en lumière la passion de notre métier. Maintenant, pour les auditeurs qui ont été comme moi passionnés par cette conversation, comment est-ce qu'on peut te contacter, même si ton planning est très chargé, pour continuer un petit peu la conversation? On peut toujours me contacter facilement parce que c'est assez simple. Moi, j'ai gardé mon nom, donc c'est jeanlucnaret@gmail.com pour mon adresse mail qui est celle que j'utilise en fait en permanence. J'ai un compte Instagram qui est fermé, mais j'aurais beaucoup de plaisir à vous accepter à partir du moment où on a des amis en commun. Donc j'ai un Instagram qui
Pourquoi fermer? Tout simplement parce que on s'aperçoit très vite le matin quand on a les 50 ou les 100 demandes par jour, Ouais. et bien de voir ceux qui sont effectivement des vrais profils et des faux profils. Voilà, donc j'ai une petite communauté, mais cette communauté elle est faite d'hôteliers, d'agents de voyage, de journalistes et d'influenceurs. Donc c'est un micro Instagram, Ouais. on appelle ça un micro influenceur, je crois. C'est micro ou macro, je sais plus à partir de quand on change de taille. Ouais. Voilà, en tout cas c'est le but, et puis vous pouvez toujours me contacter par l'intermédiaire de cette collection aussi, puisque c'est effectivement là où je suis aujourd'hui, et j'en suis très fier puisque cette collection va petit à petit grandir et définitivement avoir un poids dans les quelques années qui arrivent. On va suivre ça de très près. Jean-Luc, je voudrais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un dernier message, en plus de tous les autres, à faire passer aux insiders, donc les insiders, ce sont les auditeurs du podcast, quel message serait-il ? Quelles que soient les circonstances extérieures, continuez à suivre votre passion, votre vision, et surtout dans des moments difficiles qu'on a connus dernièrement avec le Covid à travers le monde, avec ce point d'interrogation sur nos voyages quasi quotidiens. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on doit y aller? Eh bien, oui, allez-y, foncez, n'hésitez pas, on n'a qu'une vie. Waouh, belle manière de terminer cet épisode. Jean-Luc, merci beaucoup d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders. On te souhaite beaucoup de succès avec The Set Collection, et comme je te disais, on suivra ça de très très près. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.